Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. À Belgrade, la nuit dernière, l'assaut a été donné contre la résidence de Slobodan Milošević. L'ancien dictateur refuse de se rendre vivant. Protégé par ses partisans et devant le refus d'une partie de l'armée, Milošević est assigné à résidence. Cette tentative d'arrestation montre les dissensions au sommet du pouvoir en Yougoslavie. Pour tirer les leçons des municipales, le séminaire du gouvernement Jospin, le Premier ministre affirme ne pas vouloir changer de cap, mais ajuster sa politique sociale. Lionel Jospin qui par ailleurs envisage des sanctions contre Marks & Spencer. La croisade anti-tabac avec cette première décision de justice contre une brasserie condamnée pour non-respect de la réglementation de la loi E20. D'autres établissements pourraient être concernés. Il y a un an tout juste à destination du public, la carte UGC, un abonnement annuel permettant un accès illimité aux salles de cinéma, un succès incontestable qui inquiète les petites salles de quartier. Après une nuit de confusion et d'effervescence à Belgrade, où un commando des forces spéciales a tenté d'arrêter Slobodan Milošević, le temps semble comme suspendu cette fin d'après-midi. Même si l'on sait désormais que l'ancien dictateur est assigné à résidence et qu'il ne se rendra pas vivant, de nombreuses incertitudes subsistent, mettant en lumière une certaine fragilité du régime yougoslave, un régime partagé 6 mois après la chute de Milošević entre partisans et opposants à l'ancien régime. Mais tout d'abord, le fil chronologique de cette interpellation avortée la nuit dernière. Reportage de nos envoyés spéciaux Richard Binet, Alexandra Illich et Patrick Desmully. Il est apparu durant la nuit pour saluer ses partisans. Slobodan Milošević, l'ex-président de la Yougoslavie. Ils sont venus protéger leur ancien chef d'une possible arrestation. Soudain, plusieurs véhicules traversent la foule. Les forces spéciales de la police passent à l'assaut. Peu nourris, on ne sait pas alors qui tire sur qui. On ne saura que plus tard que des soldats de l'armée yougoslave chargés jusqu'alors d'assurer la sécurité de Slobodan Milošević résistent aux forces spéciales. Un blindé de la police prend position à l'entrée de la résidence sous les huées de la foule. Slobodan Milošević est désormais prisonnier dans sa propre maison. Cet après-midi, plusieurs centaines de manifestants tentaient d'enfoncer les barrages mis en place tout autour de la résidence. Nos caméras occidentales ne sont pas les bienvenues. Demandez à Jacques Chirac, dit cet homme, demandez à l'OTAN ce qu'ils nous ont fait avec ces bombardements. Ce sont des fascistes, dit cette femme. Ils veulent vendre Milošević à ces poisons d'Américains. Mais nous, on veut garder notre Milo. Soudain, un groupe de jeunes manifestants pro-gouvernementaux vient défier les partisans de Milošević. La police doit charger pour séparer les deux camps. Et jusqu'à maintenant, les affrontements se poursuivent. Venons-en aux hypothèses qui pourraient expliquer les raisons pour lesquelles l'arrestation de Milošević n'a pu être menée à terme. Apparemment, l'armée ou du moins certains membres de sa hiérarchie s'y seraient opposés. Par ailleurs, on s'interroge sur les divergences entre les forces de police et militaires qui démontrent un conflit ouvert au sommet de l'État. Enfin, rumeur fondée ou non, on avance l'idée d'une opération menée en l'absence du président yougoslave qui était hier soir à Genève. Bernard Lebrun. Depuis 6 mois, 2 hommes se partagent le pouvoir à Belgrade. À gauche, le président yougoslave, Vojislav Koštunica. À droite, le premier ministre serbe, Zoran Đinđić. La presse serbe leur a donné un nom, le patriote et l'arriviste. Patriote parce que défenseur de l'identité culturelle serbe, condamnant les bombardements de l'OTAN en 1999, refusant l'extradition à La Haye de Slobodan Milošević. Hier encore à Genève, devant la Commission des droits de l'homme, le président Koštunica appelait la communauté internationale à la patience, ne laissant rien paraître quant à l'imminence d'une action. Ce qui semble paradoxal puisqu'il est le commandant suprême des forces yougoslaves. L'arriviste Zoran Đinđić, ou plutôt l'atlantiste, ancien maire de Belgrade, se rangeant dans le camp de l'OTAN durant la crise du Kosovo. Ce matin, le chef du gouvernement serbe, patron de la seule police, accusait ni plus ni moins l'armée d'avoir fait échouer l'arrestation de Milošević en pactisant avec sa garde rapprochée. L'armée yougoslave, ex-pilier du système communiste, dirigée depuis octobre dernier par cet homme, le général Pavković. Il a rejeté avec force les accusations lancées contre ces hommes, mais en même temps ce midi, il faisait
faisait retirer ses troupes des abords de la résidence des Milosevic. Et l'hypothèse de naître d'une crise au sommet du régime. Question, Zoran Djindjic a-t-il agi seul avec sa police, sans l'accord du président Koštunica et sans consulter l'armée? On se souvient qu'en février dernier, Zoran Djindjic s'est rendu au département d'État pour rencontrer Colin Powell. La nouvelle administration Bush et le Congrès ont fixé un ultimatum à la Yougoslavie, le 31 mars, avec un marché, l'arrestation avant cette date de Slobodan Milosevic contre une aide économique au pays de 100 millions de dollars. Ce matin, le président américain a réagi à la tentative de cette nuit. Nous suivons avec attention la situation et nous sommes prêts à coopérer à cette arrestation si on nous le demande. À Belgrade, le quartier de Dedinje où se trouve la villa est désormais encerclé par la seule police. Mais selon Zoran Djindjic, elle ne peut agir car il y aurait, dit-il, d'importantes quantités d'armes lourdes et d'explosifs stockés dans la maison. En somme, Belgrade a essayé mais avoue son impuissance. Beaucoup de bruit pour rien pour l'instant, mais qui pourrait avoir été entendu jusqu'au Congrès américain pour influencer les sénateurs. Et il y a quelques instants, le président yougoslave, dans une toute première déclaration, a affirmé que personne n'est intouchable. Vojislav Koštunica indiquant que toute personne convoquée par la justice doit comparaître. Et puis, à présent, en direct de Belgrade, nous retrouvons notre envoyé spécial Richard Binet pour un dernier point à la tombée de la nuit. Alors, quelle atmosphère règne ce soir autour de la résidence de Milosevic gardée par ses partisans et comment la population a réagi dans la capitale ? Alors, dans la capitale, la situation est parfaitement calme. Effectivement, aux alentours de la maison de Slobodan Milosevic, la tension est très forte, en ce sens qu'aujourd'hui, on a assisté à des affrontements entre de jeunes manifestants pro-Milosevic et de jeunes manifestants pro-gouvernementaux. Et ça, c'est tout à fait inquiétant. Alors, par ailleurs, on sent très bien ici que l'éventuelle arrestation pourrait faire remonter à la surface des plaies qui ne sont pas vraiment fermées. Je pense au Kosovo. Nos caméras ne sont pas très bien acceptées. On nous appelle les fascistes et nous avons l'impression de retourner un petit peu à l'époque où nous étions au cœur de la guerre du Kosovo. Merci Richard Binet. Cerné par la police anti-émeute, Slobodan Milosevic ne semblait pas la nuit dernière plus impressionné que cela, comme en témoigne cette conversation téléphonique avec une journaliste américaine que vous allez entendre. Quant à son frère Borislav Milosevic, ancien ambassadeur à Moscou, il a pu garder le contact. Il le dit à notre correspondant en Russie, Dominique Derda, et je vous propose d'écouter ces deux témoignages croisés. Alain Chalvron. Nous sommes au cœur de la nuit à Belgrade. La situation est confuse à l'extrême. La police repousse des partisans de Milosevic rassemblés autour de sa maison. Un premier assaut a été donné. La radio locale B92 a réussi à joindre l'ex-président au téléphone. Il est serein. Upravo pijem kafu s mojim drugovima ovde I vrlo sam dobro. A gledam na sve ovo kao I svi građani Srbije. De Moscou, Borislav Milosevic, le frère de Slobodan, a aussi pu parler à l'ancien président. Il m'a dit qu'il se portait bien, mais qu'ils veulent l'arrêter. Il avait l'air inquiet? Non. Non, il n'est jamais inquiet. C'est un homme qui a une volonté forte et qui se tient dans ses mains. Et il ne montre ses émotions. Jamais. Ou presque jamais. Si ce soir on apprend que Slobodan Milosevic s'est rendu, vous seriez surpris? C'est difficile à dire. Mais c'est difficile à dire. Je suis vraiment préoccupé, très préoccupé pour le destin de mon frère, pour sa vie, pour sa sécurité personnelle. Très préoccupé. Il faut dire qu'au même moment à Belgrade, l'ancien président venait de faire savoir qu'il ne se rendrait pas vivant. Nous vous le disions, l'interpellation programmée de Milosevic la nuit dernière correspond à la date limite imposée par le Congrès américain, décidé à couper ses aides financières à la Yougoslavie si le dictateur déchu n'était pas arrêté avant donc le 31 mars. Mais si la communauté internationale compte faire juger Milosevic par le TPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, réclamant à Belgrade de livrer l'ancien président, les charges retenues en Yougoslavie contre l'ancien dictateur ne font état que de corruption et d'abus de pouvoir. Le pays souhaite dans son ensemble qu'il soit jugé sur place. Jérôme Benny.
Le casse-tête des autorités yougoslaves depuis des semaines est de trouver un moyen légal pour arrêter l'ancien président de la Yougoslavie, ici avec des partisans à la grille de sa résidence. Mais ces derniers jours, le dossier pour crimes économiques et abus de pouvoir a été mieux ficelé, ce qui permettrait juridiquement la mise en détention provisoire de Slobodan Milosevic. Sans compter les soupçons d'implication dans les meurtres de plusieurs hommes politiques, soupçons qui se seraient précisés depuis l'arrestation du chef de la sécurité yougoslave en février dernier. Il y a aussi les accusations du tribunal pénal international de La Haye. Pendant les guerres de Croatie et de Bosnie, le président Milosevic est épargné. En novembre 1995, les États-Unis lui déroulent le tapis rouge pour la signature des accords de paix de Dayton. Mais en mai 1999, Milosevic passe brutalement du statut de chef d'État à celui de criminel de guerre présumé. Les frappes de l'OTAN et la répression serbe poussent sur les routes des dizaines de milliers de réfugiés albanais. Le procureur du tribunal de La Haye, Louis Arbour, sort à chaud un acte d'accusation contre le président yougoslave pour déportation, considéré comme crime contre l'humanité, et pour meurtre, également considéré comme crime contre l'humanité vu l'ampleur des charniers. Le plus difficile pour les enquêteurs du tribunal international est de réunir les pièces permettant d'établir la chaîne de commandement qui conduit au crime. Ils essaient également de le faire pour la Bosnie et la Croatie. Voyons à présent les réactions internationales devant la confusion qui régnait à Belgrade. Le gouvernement américain, après avoir affirmé que Milosevic avait été arrêté, a fait forcément marche arrière. La Russie estime quant à elle qu'il s'agit d'une affaire interne. Quant à Tony Blair, le Premier ministre britannique, s'est déclaré prématurément satisfait, devançant donc l'événement. En France maintenant, la prudence est de mise. Voici les propos de Lionel Jospin, recueillis il y a quelques instants. Nous écoutons le Premier ministre. Nous avons toujours dit que M. Milosevic devait rendre compte de ses actes. Et en l'espèce, c'est le point de vue du politique qui s'exprime, pas évidemment d'un juge, et en l'espèce de ses crimes. Alors, pour nous, la décision prise par les autorités de Belgrade de procéder à son arrestation, même si au moment où je parle, je n'ai pas l'indication qu'elle aurait été faite, est un pas extrêmement important dans cette direction. Deuxième gros titre de l'actualité de ce samedi avec les enseignements que les dirigeants politiques de la gauche plurielle comptent tirer des municipales. D'abord le séminaire du gouvernement autour de Lionel Jospin, le Premier ministre qui en a profité pour fustiger très fermement l'attitude des dirigeants de Danone et de Marks & Spencer, un vrai coup de colère. Mais l'essentiel de cette réunion à l'Observatoire était de tout faire pour relancer l'action de l'équipe Jospin recentrée autour d'une politique sociale qui a fait défaut selon les électeurs. Jeff Wittenberg et Philippe Quérou. Un séminaire, cela prend du temps. 7 heures de réflexion, certains ont tombé la veste, d'autres ont fini par arrêter de porter le chapeau. Bref, chacun y est allé de sa photo souvenir. Il est vrai que ces grands conclaves gouvernementaux sont un peu exceptionnels. Celui-là avait en prime un objectif précis, rebondir après une cuvée électorale médiocre. Les ministres ont fait le même diagnostic, les classes populaires sont déçues. Puis Lionel Jospin a suggéré 3 remèdes, lutte contre la violence, réduction des inégalités, amélioration de la qualité de la vie, le tout emballé dans une formule maritime. Le gouvernement se mobilise sur 3 priorités. Plutôt que de changer de cap, il s'agit, pour employer l'expression utilisée par un des ministres, plutôt de remettre du vent dans les voiles. En attendant, Lionel Jospin n'a pas laissé passer aujourd'hui l'occasion de dire ce qu'il pense des 2 plans sociaux arrêtés cette semaine chez Danone et surtout chez Marks & Spencer qui ferme tous ses magasins français. Chez nous, il y a des règles. Et pour ce qui concerne les fermetures de magasins en France, tout semble indiquer qu'elles n'ont pas été respectées. Le comité d'entreprise aurait dû être informé préalablement. C'est pourquoi Elisabeth Guigou a demandé une enquête à ses services qui devrait déboucher dans les jours qui viennent sur le signalement au procureur de la République d'un délit d'entrave. Une décision spectaculaire de l'État français qui confirme l'impression qu'aura voulu donner aujourd'hui le Premier ministre. L'impression d'un gouvernement qui se préoccupe d'abord des salariés, d'abord des classes populaires, histoire peut-être de dissiper le malaise apparu dans les élections municipales.
Et les leçons des municipales étaient bien au cœur du Conseil national du Parti communiste. L'échec aux dernières élections est indéniable et signe la nécessité pour le PC de retourner sur le terrain, selon Robert Rue, qui a repris un côté mordant et offensif en disant son extrême indignation après les licenciements annoncés chez Danone et Marks & Spencer. Thierry Clopeau, Didier Morel. Malgré la déroute municipale, au parti, on reste bons camarades. Seuls 2 députés ont demandé le départ du numéro 1, mais pour Robert Rue, pas question de démission. Démissionner, non. Vous savez, je fais volontiers la formule mienne de Che Guevara, un révolutionnaire ne démissionne pas. Pas d'autoflagellation, mais plutôt l'affirmation de la reconquête dans un parti bientôt renommé le nouveau Parti communiste français. Un parti à 2 têtes, un homme, une femme. Pas question non plus de quitter le gouvernement. Seule une voix dissonante s'est élevée pour demander le départ des ministres communistes. On est obligé d'avaler des couleuvres, donc on voit bien que par solidarité à ce gouvernement, finalement, on n'arrive plus à expliquer notre propre politique. Malgré ces attaques, Robert Rue reste le patron. Il demande à Lionel Jospin un coup de barre à gauche, mais ce dernier, paraît-il, ne l'entend pas de cette oreille. Il doit effectivement écarter ceux qui, autour de lui, lui mettent les boules caisses, parce que la pression libérale sur ce gouvernement est très forte. Les licenciements massifs chez Danone et Marks & Spencer donnent d'ailleurs du grain à moudre à Robert Rue. Le gouvernement de gauche doit faire plus sur le plan social. Le gouvernement doit trouver les moyens de stopper ces licenciements par un moratoire. Sinon, tout ce qu'il peut dire, le gouvernement, sur le recul du chômage dans le pays, tout ça est anéanti. Robert Rue appelle ce soir au boycott des produits Danone. Cette voie, la participation au mouvement social, pourrait être la voie du salut pour un parti qui aura bien du mal à redresser la barre électorale à 1 an des prochaines législatives. Et à Calais, dans l'une des 2 usines Lu menacées de fermeture, les discours de Lionel Jospin et de Robert Rue devraient trouver un écho plus que favorable. Sur place, les salariés qui occupent les locaux se disaient ce matin abandonnés par les politiques. Il ne leur reste plus que leur seule détermination, comme le montre ce reportage d'Anne Mourgue et Patrick Wurstorm. Pensez à nous, mesdames. Ne plus acheter Danone, s'il vous plaît. Merci, madame. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Distribuer un tract pour mobiliser les gens, pour qu'ils nous aident, pour que Danone se ramasse une belle Danone. Jeanne-Marie en est persuadée, la fermeture de son usine peut être évitée. À l'entrée d'un supermarché, elle appelle la population à boycotter tous les produits Danone. On va essayer de neutraliser cette marque et de toute façon on est avec eux. On pense à eux bien fort, il n'y a pas de problème. Ils s'en vont à l'étranger et après ils reviennent vendre leurs produits ici, c'est pas normal. L'État devrait faire quelque chose. Elle le sait, un véritable défi. Au minéral, yaourt, biscuits, les produits Danone sont partout dans les rayons des supermarchés. Pas facile de convaincre. Je sais pas qu'est-ce qu'on va manger après, hein. On n'aura plus d'acheter plus rien. Ils feront ce qu'ils pourront. Ils nous aideront, j'espère. Dans l'usine, on s'occupe comme on peut. Les machines sont toujours à l'arrêt, la grève continue. Toute la journée, la population est venue soutenir les salariés. André est ouvrière ici depuis 30 ans. Sa famille, son fils sont venus avec elle par solidarité. Qu'est-ce qu'on va faire après? Surtout pour lui, bon, plus tard pour ses études. Si j'ai pas les moyens, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être un petit ouvrier? On est une grande famille. Et ça nous fera très mal dans 1 an de tous se quitter, si vraiment ça permet. L'occupation des locaux est prévue jusque vendredi, en attendant d'autres formes d'action, peut-être avec l'ensemble des usines Lu de France. L'explosion d'une bombe artisanale ce matin à Nanterre, près d'un foyer où résident de nombreux policiers. Pas de victimes. Cet attentat visait sans doute la voiture d'un membre de la brigade anticriminalité, Pascal Doucet-Bon et Nadine Picard. La bombe aurait pu tuer. Un extincteur, du chlorate de soude et de la poudre noire, cela a suffi à détruire ou endommager une quinzaine de véhicules. L'engin a été placé là vers 2h30 la nuit dernière, à côté de la voiture d'un policier de la brigade anticriminalité. Pour ses collègues, aucun doute possible, il s'agit là de représailles et ils n'en sont pas très surpris. C'est une escalade régulière, disent-ils. Systématiquement, les fonctionnaires sont pris à partie par des individus organisés, armés, battes de baseball et divers projectiles.
Et aujourd'hui, on a passé la vitesse supérieure, justement, où là, ce ne sont plus de simples violences dirigées contre les fonctionnaires, mais bel et bien un pur attentat. Deux voisins nous ont discrètement avoué qu'ils dormiraient ailleurs ce soir. Cette résidence abrite des fonctionnaires de la Poste, des impôts et de la police. Elle se trouve à 2 pas de plusieurs quartiers sensibles. Il y a, à mon avis, 2 mesures urgentes à prendre. La première, c'est de ne plus loger les fonctionnaires de police dans les cités dites sensibles, là où ils exercent leur mission. La deuxième revendication est d'ordre salarial. D'autre part, le policier apparemment visé dit avoir reconnu quelqu'un sur les lieux quelques secondes après l'explosion, un jeune homme qu'il avait arrêté quelques jours auparavant. Les 4 jeunes mis en examen dans l'affaire de l'agression d'une femme gardienne de la paix dans le RER ont bénéficié, ces 4 jeunes, d'un non-lieu. Ils avaient toujours clamé leur innocence. La jeune femme, qui avait 28 ans au moment des faits, il y a 5 ans, a décidé de faire appel. À Paris, hier soir, l'inquiétude affichée de Jacques Chirac et du président égyptien Hosni Moubarak. Les 2 hommes, au terme d'un long entretien en tête-à-tête, se disent extrêmement préoccupés de l'escalade de la violence israélo-palestinienne. Le président égyptien, qui s'est envolé pour les États-Unis aujourd'hui, devrait rencontrer George Bush. Et la spirale de la violence en Israël et dans les territoires se poursuit. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont assisté en Cisjordanie aux obsèques de 6 des leurs, tués hier par l'armée israélienne, alors que la nuit dernière, l'armée de Tsahal a bombardé intensément un quartier de la ville d'Hébron. Le reportage d'Anne Pensinet. Hier, c'était la manifestation, aujourd'hui les obsèques. Hier, ils étaient 8000, aujourd'hui 5 fois plus. 40 000 personnes à Naplouse pour accompagner les corps des 5 jeunes hommes tués hier au cours des affrontements avec les soldats israéliens qui ont suivi la manifestation. Ils avaient entre 16 et 31 ans, ils ont été tués par balle. C'est une mobilisation exceptionnelle. Elle dénote la colère des Palestiniens contre Israël et les Américains. Washington a lancé un appel à l'arrêt de la violence à Yasser Arafat. Washington, selon les Palestiniens, ne voit pas la violence israélienne. Lorsqu'ils installent des colonies sur la terre palestinienne confisquée, si ça n'est pas de la violence et de la terreur, nous voulons savoir quelle est la définition des mots violence et terreur dans la langue américaine. Hébron a connu la nuit dernière des bombardements d'une intensité inhabituelle. Les Israéliens affirment avoir repéré des hommes en armes dans le quartier visé. Enfin, depuis 3 jours, aux abords de Gaza, la présence de tanks israéliens inquiète les Palestiniens. Ils affirment y voir les signes avant-coureurs d'une future invasion, bien que le dispositif israélien ait apparemment peu évolué depuis jeudi. Cette semaine marquée par une série d'attentats et les raids israéliens se termine dans un climat de grande tension. La journée d'hier, vendredi, est la journée d'intifada la plus meurtrière depuis 3 mois. En mer Baltique, les risques de pollution semblent à peu près contrôlés après qu'un cargo soit entré en collision avec un pétrolier en milieu de semaine. Près de 2000 tonnes d'huile lourde se sont échappées, touchant quelques îles au sud de Copenhague. Une partie commençait à être ramassée sur les rivages, alors que Greenpeace a envoyé aujourd'hui des plongeurs pour évaluer les risques réels de pollution. Quand on reparle de croisade anti-tabac, avec hier la première décision de justice qui condamne une brasserie pour non-respect de la réglementation, un exemple qui pourrait être suivi de bien d'autres. Patrick Fandiot et François Granier. L'homme savoure sa victoire judiciaire. Robert Lecam retourne dans cette brasserie qu'il vient de faire condamner. 3 000 francs d'amende infligés à l'ex-gérante pour non-respect de la loi E20. Une première en France pour un lieu privé à usage collectif. Mais ce midi, le restaurant n'était toujours pas tout à fait aux normes. Dans ce restaurant, la seule chose qui est changée, c'est que cette zone-ci a été aménagée en non-fumeur et que c'est clairement signalé. Ce qui est contraire à la loi, c'est que je vois qu'il y a toujours les mêmes épurateurs qui sont installés au plafond et que le juge qui a tranché la décision hier, Anthony, les a déclarés non conformes à la loi. C'est pour cette raison qu'une amende a été donnée à l'entreprise. Donc le restaurant est toujours hors la loi. Toujours hors la loi. La loi est pourtant claire. Espace cloisonné, ventilation efficace. Mais seuls 10% des restaurants seraient conformes d'après les associations. Pour le nouveau propriétaire, tout changer coûterait trop cher. Le client n'a qu'à bien faire son choix. À partir du moment où l'endroit ne vous convient pas et puis si vous pensez que parce que vous avez des problèmes d'asthme, il y a trop de fumée malgré les extracteurs et malgré le coin non fumeur, bon bah
vous êtes quand même libre d'aller dans une autre brasserie qui sera peut-être plus grande, qui sera mieux agencée et qui vous conviendra. Et puis, personne n'oblige les gens à aller dans un endroit plutôt qu'un autre. 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi, les défenseurs des non-fumeurs s'étonnent qu'on ne soit qu'à la première condamnation de ce type. Pour leur avocat, c'est l'État qui est coupable de laxisme. L'État français est responsable de ce déficit de justice. On sait qu'il y a plus de 60 000 décès directement liés au tabac, soit beaucoup plus que l'addition des accidents de la circulation, des personnes décédées du sida et autres cancers, et que c'était ceux liés au tabac, ce qui prouve bien que c'est un véritable problème de santé publique énorme. L'avocat envisage d'attaquer l'État en justice. En attendant, sa prochaine cible, c'est le Palais des Congrès de Paris, sous la menace d'une amende dans 3 semaines. C'est donc lundi prochain la dernière date limite pour votre déclaration sur le revenu. La prime pour l'emploi, difficilement lisible sur les feuilles d'impôt, ont amené Bercy à entreprendre sur le terrain des opérations de communication, comme le montre à Évry ce reportage de David Boéry et de Christian Leroux. Au milieu de cette galerie commerciale, un centre des impôts un peu particulier. Le temps d'un samedi, 6 contrôleurs se sont installés ici, au milieu des caddies, pour répondre à toutes les questions que se posent les contribuables. Le montant, je laisse. Bon, c'est le même montant. Les montants, c'est bon, voilà. Cette année, au hit parade des questions, la fameuse prime pour l'emploi. Si votre impôt est de 0, la prime pour l'emploi vous sera restituée. Et c'est pas facile. C'est compliqué tout seul. Mais c'est vrai, quand on a un conseiller, ça va très vite. C'est très simple après. Remplir sa première déclaration de revenus réserve parfois des surprises. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. J'envoie. Vous gardez les impairs et puis vous renvoyez l'autre exemplaire au sein des impairs. Bah, je le fais, j'ai cru que c'était trop de paperasse. Je suis venu faire des courses et puis j'ai vu la prime. Ça m'a attiré la curiosité qui m'a emmené là, quoi. Donc en même temps je me suis renseigné puis j'ai vu que j'avais pas effectivement pas déclaré mes impôts. Mais l'impôt est avant tout un sujet sérieux. Il faut un minimum de concentration pour ne pas se tromper dans les chiffres. Je vous demandais pourquoi vous êtes venu là aujourd'hui? Non, excusez, non, parce que je suis pris dans les chiffres, excusez-moi, je préfère. Ce cadre inhabituel permet en tout cas de détendre l'atmosphère entre l'administration fiscale et les contribuables. Nous venons vers eux, donc l'approche est beaucoup plus, je dirais, entre guillemets, humaine. Nous sommes mieux perçus, donc le contact se fait vraiment très très facilement. En une journée, ils ont répondu à plus de 300 personnes. Pour eux, comme pour tout le monde, le dernier délai est fixé à lundi minuit. Du côté de la SNCF, encore des perturbations aujourd'hui. On attend une reprise progressive du trafic. Les prévisions pour demain dimanche semblent montrer que les retours de sport d'hiver seront normalement assurés. En revanche, des difficultés encore dans le nord et le nord-est, avec pour les TGV 3 trains sur 4, pour les Corail 1 sur 2 et 2 sur 3 pour les TER. Quant à la région du sud-est, 2 trains sur 3 pour les TER, même chose pour les trains Corail, et 1 train sur 2 pour les TER. À Marseille, la parade nautique en l'honneur des équipages des 3 catamarans, vainqueurs de la course autour du monde à la voile sans limite. The Race, plusieurs milliers de spectateurs ont applaudi ces géants des mers. Et puis du football, avec en fin d'après-midi les quarts de finale de la Coupe de France. Nantes vient de se qualifier 4-1 aux dépens d'Auxerre et après prolongation pour les demi-finales. Christophe Tortora. Les Nantais ont remporté la Coupe de France ces 2 dernières années. Les supporters et les joueurs y ont pris. Dès le début du match face à Auxerre, Monterrubio donne le ton. La première mi-temps est à sens unique et seule une belle parade du gardien auxerrois Le Crone permet aux 2 équipes de regagner le vestiaire sur un score de 0-0. En deuxième mi-temps, les Bourguignons sortent la tête du nid. Djibril Cissé réussit à prendre de vitesse la défense des Canaries. Cissé, aussi doué pour le football que pour la gymnastique. Mais à peine 5 minutes plus tard, les Nantais parviennent à égaliser. Fabry a visiblement été oublié par la défense. La suite est une affaire de pénalty. À 10 minutes de la fin du match, Cissé a la victoire au bout du pied. C'est raté. 3 minutes plus tard, nouveau pénalty. Et nouvel arrêt de Mickaël Landreau. Auxerre, ce soir, ne devait pas gagner. Au cours des prolongations, les Bourguignons vont craquer. Logique après être passés si près. Les buts vont s'enchaîner. D'abord sur coup franc,
Puis par 2 fois, Vairua parvient à tromper le Crône. Score final 4-1. Après 3 hier soir, Nantes est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, sa Coupe de France. Il y a tout juste un an, UGC lançait une nouvelle formule à destination du grand public, une carte annuelle d'abonnement qui offre un accès aux salles illimité. L'heure est au bilan, un succès indéniable, mais comme pour la grande distribution, se pose la survie des petits cinémas de quartier. Daniel Wolfrom et Patrick Voix. UGC Cinécité Les Halles, 19 salles, 3 millions d'entrées par an. Première salle de cinéma de France, ici 30 à 40% du public est abonné pour 98 francs par mois. Des films à volonté et toujours la queue pour signer son contrat annuel non résiliable. Vous avez la carte d'abonnement ou pas? Ouais. C'est bien ou pas? Non, pas trop en fait. Pourquoi? Parce que on est obligé de regarder le même genre de film. Mais vous avez tout un choix de films là. Si, c'est tout un choix de films, mais qui reste dans la même catégorie. Ouais. Et vous pensez la même chose, monsieur? Non, moi je suis satisfait. J'ai ma carte depuis octobre, j'ai vu une trentaine de films. C'est bien, dès que tu as envie d'aller au ciné, tu y vas, il n'y a pas de problème. Depuis un an, UGC, Pathé ou Gaumont ont vendu 300 000 cartes. Si personne ne peut dire avec précision qui va voir quoi, les grands réseaux se félicitent d'avoir su capter un nouveau public. Plus ils verront de films, plus ils apprécieront le cinéma. Et ça leur permettra peut-être d'aller voir d'autres types de films, des films peut-être un peu plus difficiles, dans d'autres cinémas, des cinémas indépendants, des salles d'arrêt d'essai. Classé art et essai justement, le cinéma des cinéastes, place Clichy à Paris, propose 3 films d'auteur par semaine et attire 145 000 spectateurs par an, des cinéphiles, des amoureux du 7e art. Bonsoir, intimité. Moi, je ne suis pas contre les multiplex UGC. Je suis contre qu'ils essaient de prendre tout le pouvoir. Voilà. Mais je ne suis pas non plus contre qu'il y ait ça. Je veux dire, en littérature, il y a des grandes surfaces et il y a des petits libraires. Rançon du succès, une petite partie du public est turbulente ou malhonnête. Ainsi, UGC a été obligé de résilier plus de 10 000 cartes d'abonnement pour troubles ou défaut de paiement et de renforcer la sécurité de ses salles. Quand on va dans un cinéma, on va chercher une ambiance et je me rends compte que l'ambiance dans le cinéma UGC se dégrade. Ce qui fait que je me replie maintenant sur des cinémas tels que le cinéma des cinéastes ou le Mikado. La carte d'abonnement est un succès incontestable, mais les salles indépendantes existent aussi. Il n'y a pas qu'un public, multiplex ou pas, chacun a droit à son cinéma de quartier. Le musée du Luxembourg présente une rétrospective Rodin telle que le sculpteur l'avait conçue et imaginée en 1900. Au total, 120 sculptures et autant de dessins qui font de cette exposition un événement. Georges Bégou et Michel Levasseur. Il y a un siècle, les très arrière-grands-parents des visiteurs d'aujourd'hui découvraient à l'occasion de l'exposition universelle une rétrospective que Rodin avait lui-même organisée. Le musée du Luxembourg la reconstitue à l'identique. Rodin présentait 120 pièces, plâtre, marbres ou bronze, jalonnant une carrière déjà longue. Le sculpteur avait alors 60 ans. Il avait créé le célèbre penseur 20 ans auparavant. Et quelques années plus tard, les impressionnants bourgeois de Calais. La municipalité s'est interrogée sur le parti qu'avait pris Rodin. Il me semble que c'est au contraire ce qui lui donne toute sa force et qui en fait la grandeur. C'est cette image très humaine, l'image de ces gens qui s'arrachent à une ville qui est la leur et qui partent vers un destin qui est en principe celui de la mort. Mais Rodin, on le sait, n'avait pas que des préoccupations symbolistes et graves. La femme, comme ici Camille Claudel, tient dans son œuvre une place considérable. On connaît du sculpteur 7000 dessins dont la femme est le sujet dominant. Il demande à ses modèles d'évoluer librement. Et on dit même que Rodin ne regardait même pas sa feuille pendant qu'il les dessinait, tellement il était pris par le modèle qu'il regardait et qu'il déclinait à l'infini. La femme dans ses gestes quotidiens, mais aussi la femme à corps et à cri. Rodin, précurseur de l'expressionnisme, dans cette représentation d'Iris messagère des dieux, exaltera la sensualité jusqu'à l'extrême.
Et je vous signale que demain, tous les musées de France seront gratuits pour le printemps des musées. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. À Belgrade, la nuit dernière, l'assaut a été donné contre la résidence de Slobodan Milosevic. L'ancien dictateur refuse de se rendre vivant. Protégé par ses partisans et devant le refus d'une partie de l'armée, Milosevic est assigné à résidence. Cette tentative d'arrestation montre les dissensions au sommet du pouvoir en Yougoslavie. Et puis il y a quelques instants, le président yougoslave, dans une première déclaration, a affirmé que personne n'est intouchable, Vojislav Koštunica indiquant que toute personne convoquée par la justice doit comparaître. Pour tirer les leçons des municipales, le séminaire du gouvernement Jospin, le Premier ministre affirme ne pas vouloir changer de cap, mais ajuster sa politique sociale. Lionel Jospin qui, par ailleurs, envisage des sanctions contre Marks & Spencer. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, 20h50, tapis rouge consacré aux enfants de la Terre et animé par Michel Drucker. Demain à 7h dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit le navigateur Marc Tircelin. Midi DMA, présenté par Paul Amar. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.